Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je vais vous demander de rejoindre vos sièges pour la prochaine conférence intitulée « Cultiver la citoyenneté ». Alors bonjour à tous, encore une fois, mon nom est Maxence Cossalter. J'ai l'immense plaisir d'être l'animateur pour les 3 dernières conférences de cette journée Génération 2050, avec les 3 dernières thématiques, en commençant donc par la culture. Alors peut-être en avant-propos, je vais vous faire une confidence. Quand j'ai commencé à préparer cette conférence, j'ai été interpellé justement par ce titre « Cultiver la citoyenneté » ou en quoi la culture peut contribuer à la citoyenneté. Je vous avoue que les liens ne sont pas venus de suite. Donc j'ai tout logiquement cherché la définition de la culture et je me suis aperçu que définir la culture n'est pas une mince affaire. En effet, pour certains, elle est ce qui caractérise un groupe ethnique, voire une civilisation tout entière, donc une approche plutôt macro. Pour d'autres, elle est un enrichissement de l'esprit par des exercices intellectuels, donc une approche plutôt individuelle, micro. J'ai même trouvé des définitions comme quoi ça faisait référence aussi à la culture de la terre, l'agriculture, la culture des dieux, pour le culte religieux, et j'en passe et des meilleurs. Donc vous comprenez à quel point c'est difficile de définir la notion de culture. Mais là où certaines définitions se rejoignaient, et un point que j'ai trouvé intéressant, c'est sur le fait que la culture permet de sensibiliser, de mobiliser, d'interpeller, de questionner son public en présentant notre monde d'une manière nouvelle et parfois encore inexplorée. Alors si la citoyenneté est ce qui rassemble les habitants d'une même ville, d'une même cité, c'est la définition étymologique, d'un même pays, voire d'un même monde, puisqu'on parle maintenant de citoyens du monde, je me suis aperçu que la culture rassemble elle aussi, autour d'une thématique, d'un sujet, d'une conviction. Elle est facteur de vivre ensemble, elle éveille l'esprit, et surtout, elle développe la citoyenneté parce qu'elle met à disposition, à sa manière, de manière culturelle et de manière artistique, des clés de lecture pour mieux comprendre notre réalité, notre quotidien, et ainsi agir en conséquence, puisque c'est là tout l'enjeu de la citoyenneté, c'est agir pour la vie de sa cité. Mais au fait, comment la culture est-elle appréhendée par ceux qui la font vivre sur notre territoire? Comment est-elle mise en scène? À quelle fin? Quelle est la logique derrière? Et finalement, en quoi la culture contribue-t-elle à développer la citoyenneté? Vaste question donc que nous allons tenter de découvrir, tenter de trouver des éléments de réponse. Et pour ce faire, nous avons 3 intervenants de qualité, j'aime bien le dire. Je vais vous demander d'accueillir tout d'abord Madame Béatrice Chawan, et je vais vous demander de l'applaudir bien fort. Merci à tous. Bonjour Madame Chawan. Alors, je vais vous inviter à vous installer. Alors, je précise, vous êtes directrice de l'administration générale du Musée des Confluences, car, et oui, il nous semblait un peu inconcevable de parler de culture au Musée des Confluences sans faire intervenir le Musée des Confluences. Je vous demande également d'accueillir Isabelle Bourgade, en l'applaudissant également. Merci à tous. Donc, Madame Bourgade, vous êtes directrice générale du CIC Lyonnaise de Banque. Bienvenue à vous. Et enfin, Monsieur Marc Lesage, co-directeur du Théâtre des Célestins. Et merci de l'applaudir aussi, nous ne faisons pas de discrimination. Bienvenue à tous les 3, merci d'être avec nous aujourd'hui pour tenter donc de répondre à cette vaste question, cultiver la citoyenneté. Alors pour bien comprendre le lien, je vous propose plutôt de partir d'exemples concrets pour qu'après on puisse justement tisser des liens et démontrer en quoi la culture peut-elle favoriser la citoyenneté. Alors, Madame Chawan, je vous propose peut-être de commencer par vous. Hop, je vous donne le micro. Merci. Alors, est-ce que rapidement, vous pouvez nous expliquer quelle est la logique de programmation, j'ai envie de dire, du Musée des Confluences, avec quel est le projet artistique, puisque je pense que c'est le terme adéquat, et surtout avec ma question derrière, c'est quelle est la finalité au final? Sans jeu de mots. Voilà. On parle de projet scientifique et culturel pour un musée. En l'occurrence, ce musée des Confluences est en soi, ce nouveau nom a accompagné un nouveau projet scientifique et culturel d'un musée qui s'appelait auparavant le Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon et qui finalement présentait des collections d'histoire naturelle, mais pas uniquement, dans une approche relativement que je qualifierais de classique. Et le changement de projet scientifique et culturel a donné lieu à ce projet de musée des Confluences, donc changement de nom, parce que c'est une nouvelle façon de présenter ces collections et d'avoir un nouveau propos pour le musée des Confluences. En l'occurrence, ce musée des Confluences, enfin ancien muséum d'histoire naturelle, avait des collections très importantes également en ethnographie, en ethnologie, et ces collections venaient de façon particulière éclairer des sujets qui pouvaient être traités de façon plus universelle qu'ils ne l'étaient dans une présentation, je dirais, simple des objets. Et donc c'est ce que le musée a choisi, c'est-à-dire de raconter finalement l'aventure humaine, l'universalité des questions que l'homme pouvait se poser,
avec différentes approches, c'est-à-dire surtout une approche pluridisciplinaire et thématique, c'est-à-dire un sujet, une histoire, identifiée par différentes approches culturelles, différents regards, un regard qui pouvait être très scientifique, si on parle par exemple de la création de l'univers, mais cette création de l'univers peut également être expliquée d'une façon très différente, parce qu'il y a eu plusieurs façons d'expliquer la création de l'univers, et finalement ce qu'on propose aux visiteurs, c'est de prendre conscience de ces différentes approches et de voir que sur un même sujet, on peut expliquer les choses de manière différente. Donc confluence, le mot confluence est précisément là pour ça. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le musée des confluences ne s'appelle pas comme ça parce qu'il est au confluent du Rhône et de la Saône. Et il s'appelle Confluence parce qu'il a la confluence des thématiques et des disciplines. Et qu'il se propose d'éclairer un certain nombre de sujets avec la confluence de plusieurs approches. Donc c'est vraiment le sujet du musée d'approcher les choses comme ça. D'accord, donc d'être à la confluence justement des cultures. Exactement. Tout à fait. Alors il y a une dimension intéressante aussi dans ce que vous me disiez dans votre stratégie, dans votre projet artistique et scientifique, c'était la notion d'accessibilité. Oui. Justement, vous axez vos programmations sur la notion d'accessibilité. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors l'accessibilité, on la pense pour tous les publics et précisément notre objectif c'était aussi de toucher des publics qui n'allaient pas dans les musées d'ordinaire. En l'occurrence au musée des Confluences, on peut le constater depuis son ouverture, il y a à peu près 30% de personnes qui déclarent n'avoir jamais été ou n'allaient pas du tout régulièrement dans un musée avant de venir au musée des Confluences. Et on imagine que voilà, c'est un ensemble de choses qui font que on décide de venir au musée des Confluences, mais peut-être cette approche un peu facilitée des sujets, de la façon de présenter les choses, de la scénographie. On a une importance très grande qui est donnée à la scénographie des expositions. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir les expositions du musée, mais finalement, chaque exposition raconte une histoire et la scénographie est le cadre dans lequel on va immerger le visiteur pour raconter cette histoire, les objets ne servant qu'à illustrer une partie de l'histoire. Et donc la scénographie, elle est très importante. On parlait d'accessibilité. En l'occurrence, on essaye dans la mesure du possible de mettre les objets en contact presque direct avec les visiteurs, d'éviter les vitrines. Quand il y a des vitrines, c'est qu'elles sont absolument nécessaires pour des raisons de conservation. Mais dans la mesure du possible, on enlève les vitrines et vous pouvez le voir dans les expositions. On a le sentiment, de façon presque un peu anormale, d'être très près des objets. Alors, il y en a certains qu'on peut même toucher. Et ça fonctionne très bien. Ça permet de rendre un peu accessibles ces objets dont on a l'habitude qu'ils soient justement inaccessibles. Donc on se rapproche du public et le public le ressent, ça. Alors un point important et intéressant dans cette notion d'accessibilité, si je comprends bien, c'est l'idée un peu de casser cette image comme quoi la culture et l'art de manière générale seraient, on va dire, réservés à une élite bien pensante, et le fait de rendre accessible par la manière dont vous abordez la scénographie, justement, c'est ça aussi votre philosophie, oui. Casser avec cette image. Oui, alors je pense qu'il y a beaucoup de musées aujourd'hui qui essayent de toucher un public large qui n'a pas forcément l'habitude d'aller dans les musées. Notre façon de le faire, c'est à la fois sur les contenus et les contenants. Sur les contenus, on l'a dit, c'est d'aborder finalement une multitude de sujets avec des approches qui soient très multiples, dans lesquelles chacun peut se retrouver. Et ça permet également de se poser des questions sur d'autres façons d'envisager les choses. Mais cette approche par le contenant qui rend les choses accessibles, c'est une façon de toucher plus de monde et d'aborder les choses différemment. Après, il y a un ensemble de choses qui contribuent au fait que les gens se sentent peut-être plus à l'aise dans un musée comme le musée des Confluences. C'est le bâtiment contribue à ça, l'organisation des salles, le fait qu'on peut entrer, sortir, circuler. Finalement, il y a assez peu de codes ou de restrictions à respecter au musée et tout ça se fait de façon relativement fluide. L'idée étant, voilà aussi, il y a des choix stratégiques comme un billet unique. Une fois qu'on rentre, on n'a pas à décider quelle exposition on va voir. On peut aller voir toutes les expositions et si on vient pour une, on peut aller voir toutes les autres. Donc voilà, c'est ça aussi l'accessibilité. Donc vous n'avez pas de Joconde derrière une vitrine, on n'a pas le droit de prendre des photos d'ailleurs. Oui, on a le droit de prendre des photos, mais sans flash. Ah oui, sans flash, oui, ça, autant pour moi, ça fait longtemps que je n'y suis pas allé. Mais voilà, ça c'est typiquement le genre de choses que vous voulez éviter.
On évite les vitrines, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. D'accord. Parce qu'il y en a pas parce que c'est les Jocondes, c'est uniquement pour des questions de conservation. De la pièce de. C'est vrai qu'il y a des objets qui sont particulièrement fragiles, et notamment tous les objets qui contiennent des peaux, des poils, des plumes, voilà, tout ça, c'est la matière objets, vivante. Voilà, oui, alors que les animaux naturalisés, par exemple, certains sont accessibles sans vitrine. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'objets qui nécessitent des conditions de conservation particulières. Bon, merci pour ce premier panorama. Marc Lesage, alors je le rappelle, vous êtes co-directeur du Théâtre des Célestins, donc un autre acteur de la culture sur notre territoire, mais plutôt pour la partie théâtre. Cette dimension d'accessibilité, comme l'a défini Madame Chawan, ça vous parle? C'est la même stratégie pour le Théâtre des Célestins? Totalement différent? Alors attendez, celui-là ne marche pas. Merci. La même stratégie, ça serait peut-être difficile à dire, dans la mesure où, effectivement, nous sommes dans du spectacle vivant, donc avec un moment de communion qui existe à une heure précise autour d'un spectacle. Donc forcément, ça implique d'autres organisations et d'autres méthodologies peut-être pour approcher le public. Après, je pense qu'effectivement, les soucis sont les mêmes et sont partagés, c'est-à-dire c'est l'accessibilité. Et cette accessibilité, c'est un questionnement permanent, c'est de se dire comment on arrive à optimiser, à élargir le public, à faire en sorte qu'il soit le plus diversifié, non seulement générationnellement, mais aussi démographiquement, qu'il le soit aussi sur le plan sociologique, ethnique. C'est vrai que pour nous, c'est une préoccupation majeure. Il faut savoir que en l'an 2000, il y avait au théâtre des Célestins, il y avait 11% du public qui avait moins de 26 ans. Aujourd'hui, il y en a 30%. Donc c'est pour dire que les choses ont considérablement évolué, que les transformations se sont faites très progressivement. Et bon, sans vouloir vous abreuver de chiffres, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur à peu près 110 000 spectateurs sur une saison, on a répertorié environ 22 000 spectateurs qui provenaient de la médiation culturelle. Donc c'est énorme, c'est presque un quart du public qui vient donc d'horizons de populations qui sont en général assez éloignées de la culture. Alors après, c'est pour diverses raisons, hein. Ça peut être géographique, sociologique, parfois financière aussi. Mais pour toutes ces raisons, c'est vrai que ce travail d'approche a été fait sur le temps, parce qu'il faut beaucoup de temps pour faire venir des gens au théâtre lorsqu'ils n'en ont pas l'habitude. C'est des actions qui sont très étudiées, qui se passent non seulement avec des équipes qui sont présentes sur le lieu, puis aussi avec des intervenants artistiques qui proviennent de l'extérieur. Alors nous, notre angle d'attaque, ça a été de dire l'exigence artistique que nous avons, que nous essayons d'avoir sur les spectacles que nous proposons, c'est de la partager avec le plus grand nombre. En fait, c'est, pour reprendre la formule chère à Vitesse, c'est un théâtre élitaire pour tous. En fait, c'est cette recherche, cette quête-là. Alors bien sûr, je ne vous dis pas qu'on y arrive dans 100% des cas, mais en tout cas, on essaye de tendre vers ça et justement de faire partager les plus grandes œuvres, les plus grands auteurs, les plus grands metteurs en scène d'aujourd'hui. Je vais penser à Ostermayer, à Castellucci, à Robert Lepage. Tous ces gens-là sont régulièrement dans la programmation des Célestins, et c'est de les partager justement avec ce public qui est très éloigné de l'offre culturelle. Parce que c'est pas tout pour eux de voir des acteurs de renom, etc. Parce que ça, à la limite, la télévision les a souvent sensibilisés à ça. Mais ce qui est surtout pour eux majeur, c'est effectivement de découvrir des formes artistiques que quelque part, ils n'ont jamais connues, jamais rencontrées, d'être surpris dans toutes ces formes. Je pense notamment à un couple belge que certains d'entre vous connaissent, puisque c'est Jaco van Dormel, qui est donc cinéaste, le réalisateur de Toto le héros et du Nouveau Testament, entre autres, et Michel Andemet, sa femme, qui est chorégraphe. Tous les deux ont fabriqué un spectacle qu'ils ont préparé dans une cuisine, dans leur cuisine, dans la cuisine de leur maison. Et quand, je vais vous dire sur le papier ce que c'était de la nano-danse. Et la nano-danse, c'est une danse avec 2 doigts. Voilà, c'est un spectacle là-dessus qu'ils ont conçu dans leur cuisine, et c'était repris par des caméras sur un plateau avec toute une installation, avec des maquettes, avec des écrans, de la fumée, de la lumière, etc. Et ils ont créé une fable poétique, d'abord avec un premier spectacle qui s'appelait Kiss and Cry. Alors Kiss and Cry, pour les gens qui ne se souviennent pas, c'est le nom qu'on donne le surnom qu'on donne aux bancs des patineurs quand ils attendent leur notation. Kiss and Cry. Voilà, donc c'est leur spectacle démarré là-dessus. Et effectivement, dans le spectacle, il y avait une énorme chorégraphie sur de la glace, comme ça, avec 2 doigts, qui était absolument magnifique. Alors quand je le raconte comme ça, c'est très compliqué, parce que donner envie aux gens d'aller voir un spectacle de 2 heures en voyant 2 doigts s'agiter sur un écran, c'est pas toujours gagné.
Et puis, ce spectacle était effectivement magique, absolument magnifique, d'une poésie absolument incroyable, et ça a été un succès absolument phénoménal. Et bien, ce public qui vraiment a découvert quelque chose, alors là on était très très loin de la réalité du quotidien, a découvert vraiment une espèce de fable qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Et ils ont fait un deuxième spectacle. Ce deuxième spectacle s'appelle Cold Blood, qui est venu l'année dernière, qui reprenait un peu le même principe, sauf que évidemment ils avaient évolué, ils étaient passés à d'autres technologies, etc., tout en gardant la nanodanse. Et puis ces gens-là sont revenus et ont amené leur famille, ont amené leurs enfants, ont amené énormément de gens. C'est pour ça que c'est un travail parfois sur le long terme, mais je cite cet exemple parce qu'effectivement, on n'est pas dans quelque chose qui est extrêmement répertorié, on n'est pas dans un grand nom de la mise en scène ou dans l'écriture dramaturgique, mais voilà, on est face à des gens qui inventent quelque chose, qui proposent de partager un moment poétique et sublime avec le plus grand nombre, parce qu'effectivement, l'accessibilité de l'œuvre, elle l'autorise. D'accord. Mais donc vous ne choisissez pas forcément entre guillemets des œuvres peu connues dans votre programmation. Vous avez des œuvres qui sont très connues, qui font partie de notre patrimoine culturel, on pourrait dire même patrimoine d'autres pays. Mais vous avez aussi, dans ce que j'entends, des pièces qui sont novatrices, peut-être nouvelles, comme cette nanodanse sur glace. Bien sûr, oui. Donc en fait, à peu près 80% de la programmation aujourd'hui, c'est de l'écriture contemporaine. On a à peu près chaque année environ 80%, donc pour beaucoup d'œuvres qui n'ont jamais été jouées aussi. On assiste particulièrement là-dessus. C'est effectivement, si on veut parler de citoyenneté, c'est qu'est-ce qu'il faut faire entendre aujourd'hui. C'est aussi les paroles des auteurs d'aujourd'hui, ceux qui témoignent de leur temps, ceux qui témoignent du quotidien qu'ils vivent. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive à faire un écho avec le public par cette parole d'aujourd'hui. Alors ça n'exclut pas que le théâtre de répertoire soit aussi un moyen de mettre en résonance des problèmes d'actualité. Mais on tient particulièrement effectivement à développer cette écriture contemporaine. D'accord, alors merci. Madame Bourgade, on va quand même vous donner la parole aussi. Ce qui est intéressant, c'est que je le rappelle, vous êtes donc directrice générale du CIC Lyonnaise de Banque, et c'est vrai qu'on pourrait spontanément se demander qu'est-ce qu'une banque vient faire à une table ronde dans le cadre, comme thématique, la culture. Et il s'avère que la CIC Lyonnaise de Banque est en fait partenaire et même mécène, je pense que c'est le terme adéquat, d'un certain nombre d'actions. Alors j'en cite quelques-unes. Vous êtes partenaire du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, des victoires de la musique, de la victoire de la musique classique. Vous êtes partenaire également de l'Hôtel National des Invalides. Et petite anecdote que j'ai trouvé très intéressant, vous avez prêté, paraît-il, un instrument de musique, c'était un violon très ancien puisqu'il date du XVIIIe siècle, à une artiste qui a dû faire une représentation, j'imagine, hors du commun. Alors ma question serait, comment est-ce que vous percevez le rôle de la CIC Lyonnaise de Banque en tant qu'acteur de la culture? Et ma question derrière serait, je sais que vous parrainez d'autres thématiques que la culture, mais pourquoi avoir choisi la culture? Alors en fait, tout d'abord pour ce qui concerne notre banque, CIC Lyonnaise de Banque, banque régionale, les grands partenariats que vous évoquez sont au niveau national pour nous, mais au niveau régional, ce qui est important pour nous de tout temps, c'est cet ancrage régional qui nous caractérise dans notre métier de banquier, on va dire. C'est d'abord la première chose, parce que pour soutenir ou être mécène de quelque chose, il faut que ce soit aussi en accord avec ce que l'on est dans la réalité de nos entreprises. Donc pour nous, c'est l'ancrage d'abord territorial, parce que la culture fait partie de nos territoires, elle contribue à l'attractivité de nos territoires, elle contribue à la volonté d'y investir, de s'y installer, d'y travailler, etc. Donc ce sont pour nous des points très importants. La culture, pourquoi? Parce que ça fait vraiment partie de notre histoire. Nous avons toujours soutenu la culture dans nos régions parce qu'on se sent à l'aise avec le sujet culturel, dans la mesure où la culture, ça a été dit par l'un de vous deux, c'est quand même le bien vivre ensemble. C'est la connaissance des autres, c'est l'écoute des autres. Ça correspond aussi à la façon dont on fonctionne, si je puis dire, avec nos clients, si je veux le raccrocher à nos métiers, puisque nous sommes dans des métiers certes de financement de l'économie, mais de participation au projet de l'ensemble de nos clients, qu'ils soient particuliers, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient artistes, etc. Donc nous sommes entrepreneurs à leur côté. Et dans notre clientèle, je dirais, il y a évidemment un engouement fort
dans tous les domaines de la culture. Et nous avons aussi nombre de collaborateurs et chacun se retrouve, je pense, parce que c'est un terrain où la diversité culturelle, la diversité des œuvres peut intéresser tout le monde. Elle intéresse la diversité des personnes. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est pour ça qu'on a choisi cet engagement, parce que c'est la diversité de nos clients, la diversité de nos collaborateurs, puis la diversité de la vie tout court, quoi. Voilà. Donc, favoriser la culture, ce serait un peu une forme de culture d'entreprise, sans jeu de mots, encore une fois, que vous défendez? Oui, en tous les cas, on le fait en ayant bien entendu plusieurs angles de vision et plusieurs objectifs à travers cela. D'une part, favoriser la création culturelle dans nos régions, qu'il s'agisse de la musique, qu'il s'agisse du théâtre, mais c'est vrai qu'on a un focus important sur la musique, sur les musées. Donc favoriser la création artistique, parce qu'il faut aussi des financements privés. On le sait aujourd'hui, bien entendu, dans tous ces éléments. Et puis favoriser aussi l'intérêt des personnes et le fait qu'on se retrouve dans des valeurs. Donc c'est une culture d'entreprise qui n'est pas exclusivement culturelle, hein, mais qui néanmoins, notre souci à nous, c'est aussi de dire quand on soutient ou quand on est mécène d'un festival ou d'une manifestation, c'est bien entendu pour la création artistique, c'est aussi parce qu'on a le souhait d'y associer le plus grand nombre en termes de public, puisque nos mécénats ont toujours cette double vocation, bien sûr, du choix de qualité et d'excellence de ce que l'on soutient, mais aussi de permettre à du public qui n'a pas l'habitude d'aller soit au musée, soit écouter de l'opéra, soit de leur permettre d'accéder à cette culture. Et c'est en ce sens-là que je disais, c'est vraiment pour toucher la diversité des publics qui sont aussi les nôtres. D'accord, alors comme vous l'avez dit, vous êtes un acteur précieux et vous allez le devenir de plus en plus, parce que vous êtes déjà un acteur financier. C'est vrai que si les financements publics continuent de diminuer, il faudra forcément se retourner vers le privé. Alors, une petite notion importante qui mérite d'être valorisée, vous êtes, la CIC Lyonnaise de Banque, un vrai mécène dans le sens propre du terme, c'est-à-dire que vous n'intervenez pas éventuellement dans la décision ou dans l'œuvre ou dans l'action culturelle que vous allez parrainer. Pourquoi cette volonté ? Parce que vous pourriez décider d'un peu faire les choses à votre manière, au final. Parce que chacun son job, finalement. Nous ne sommes pas des acteurs de la culture, au sens propre du terme, comme le sont les deux représentants de ce tour de table. Et puis parce que quand on s'engage sur un projet qui nous intéresse. Et après, j'allais dire, c'est le projet qui vit par lui-même à travers ses créateurs, à travers ses prescripteurs. Effectivement, on n'interfère pas du tout. On est d'abord engagé parce que le projet nous plaît, parce que c'est un engagement de fond, c'est pas un engagement ponctuel, one-shot sur quelque chose de précis. Il y a un accompagnement sur le long terme. Un accompagnement et la volonté de rester engagé dans le long terme. Voilà. D'accord. Donc nos mécénats sont assez anciens en fait. Ok, c'est important de le préciser. Alors voilà pour ce petit tour, ce qui nous semblait intéressant de vous montrer en quoi nos intervenants contribuent à la culture sur notre territoire. Alors peut-être maintenant, si on essaie de tirer un peu les fils pour raccrocher à la thématique cultiver la citoyenneté, de la place qu'est la vôtre en tant qu'acteur direct ou indirect de la culture, comment diriez-vous que la culture contribue à la citoyenneté ? Alors j'ai entendu des termes comme partager au plus grand nombre, donc diversifier, favoriser l'accessibilité, faire entendre la parole des artistes. C'est ça les leviers pour développer la citoyenneté à travers la culture ? Est-ce que vous en voyez d'autres ? Parce qu'on peut imaginer que les sujets que vous allez choisir aussi peuvent contribuer à sensibiliser, à interpeller justement sur un sujet. Qui veut commencer ? Isabelle, merci. Eh bien écoutez, effectivement, cultiver la citoyenneté, ça peut être deux grands volets au Musée des Confluences notamment. Un volet qui consiste à apprendre à envisager les choses d'une façon non pas individuelle mais plurielle. Et finalement notre façon de présenter les choses est une ouverture sur un monde citoyen. Et presque littéralement dans la mesure où dans notre parcours permanent qui parle de l'aventure humaine, il y a un des volets du parcours permanent qui s'appelle société. Et société, finalement, c'est une façon de considérer ce qui se passe quand l'homme se crée en société, ce qui se passe quand il rencontre d'autres sociétés, l'échange, et puis les confrontations, les hiérarchies, l'organisation politique. Tout ça, c'est finalement un regard citoyen sur ce qui s'est passé
dans le passé, dans d'autres cultures, sur différentes façons d'être citoyen. Et surtout, l'important, c'est la façon d'envisager des sujets, de les envisager avec une multitude de facteurs qui ne sont pas uniquement ses propres facteurs individuels ou même nationaux. Donc ça, c'est la première façon qui finalement relève de l'intégralité de notre façon de présenter les sujets au Musée des Confluences. Après, il y a des façons plus directes de traiter de sujets de citoyenneté qui sont par exemple des sujets liés au développement durable et notre inscription aux démarches liées à la COP21. Donc on a notamment, en juin 2016, participé à une réflexion en marge de la COP21 et fait travailler par exemple des lycéens pour une simulation grandeur nature d'une COP21, chaque lycéen représentant un pays. Donc ça peut être par ces biais-là, des approches très thématiques et puis d'autres sujets comme un futur projet d'exposition temporaire qui probablement sera présenté en 2019 sur la question de la détention et qui interroge finalement le fait que des sociétés décident de mettre à l'écart des individus. Qu'est-ce que ça signifie pour une société? Qu'est-ce que ça entraîne comme regard sur cette société? De quelle façon mettons à l'écart un individu dans différentes sociétés ou différentes cultures? Et qu'est-ce qu'il faut se dire aujourd'hui de ces questions-là? En tout cas, les questions qu'il faut se poser par rapport à la question de la détention. Donc voilà, par certains sujets ou par une façon d'aborder les choses, on cultive la citoyenneté. D'accord, donc deux axes j'ai retenus. Il y a effectivement la manière de questionner et il y a la thématique, le sujet avec lequel on va questionner. Ça vous parle, Marc Lesage? Oui, bien sûr, nous sommes souvent sur les mêmes terrains de jeu, mais c'est vrai qu'effectivement, la notion de la thématique, elle est extrêmement présente. Et bon, beaucoup de nos spectacles, chaque année, développent des thématiques extrêmement fortes qui amènent effectivement matière à réflexion. Ce que je crois avant tout pour nous, c'est, je parlais tout à l'heure de communion de l'instant sur un moment donné, sur un spectacle. Bon, je crois surtout qu'au-delà de cette communion, ce qu'on essaye de fabriquer, c'est du lien. C'est-à-dire du lien entre les publics, c'est-à-dire quelles que soient leurs origines, quel que soit leur niveau de vie, quelles que soient leurs conditions. On essaye de faire en sorte qu'ils soient au même instant, au même endroit, à partager quelque chose. Et ce quelque chose, on voudrait que ça les entraîne vers une réflexion. Alors, c'est pas forcément une réflexion intellectuelle, mais en tout cas, c'est un questionnement. C'est-à-dire s'approprier soit une thématique, soit une vision, même esthétique, qui amène un questionnement. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, c'est de défendre cette condition de l'artiste qui fait que l'artiste est en position de nous amener le recul nécessaire à juger un événement, à évaluer quelque chose, un acte de la vie, une thématique, etc. Cette notion de recul, elle est fondamentale parce que c'est ce qu'on oppose justement à ces chaînes d'infos qui régulièrement diffusent des images sans analyse. C'est toujours un peu pour avoir une image de sensation, pour avoir quelque chose de percutant et qui malheureusement souvent oblige le public à échapper à toute réflexion, interrogation parce que tout ça va trop vite et que cette espèce d'image matraque le regard et le cerveau par la même occasion. Et donc du coup, notre objectif, c'est effectivement une sorte de tentative de ralentissement du temps par le recul que pose l'artiste à travers son spectacle et par évidemment l'angle qu'il choisit pour interroger. Donc ça, c'est pour nous quelque chose de fondamental et c'est justement quelque chose qui est un acte citoyen. C'est d'un seul coup de réfléchir individuellement, d'accord, mais aussi collectivement sur une thématique qui a été proposée par l'artiste, non seulement sur l'instant de représentation, mais sur ce qui se passe avant et après la représentation, puisque bien entendu, on essaye d'avoir des rencontres, des débats avec les artistes à l'issue des représentations, et en amont des interventions dans le milieu scolaire notamment, dans le milieu associatif, voire carcéral ou hospitalier, pour justement que cette interrogation, parce que parfois certains spectacles se préparent, effectivement, on a aussi une nécessité parfois de préparer le public à aller aborder une question, le sensibiliser à quelque chose, et à chaque fois, je crois que ce qui est fondamental pour nous, c'est ce lien social permanent, qui est une connexion entre l'exigence artistique, le public, et puis par voie de fait, donc c'est justement cette interrogation et cette réflexion collective. D'accord. Alors il y a un aspect intéressant que vous disiez, c'est le fait de prendre le temps de se questionner à travers l'œuvre, on va dire, de l'artiste. Ça s'oppose en fait à cette notion d'immédiateté alors je n'étais pas présent ce matin, mais ça a peut-être été abordé au regard des nouvelles générations, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, on est dans l'immédiateté avec Internet, l'instantanéité, etc. L'idée, c'est vraiment de se poser en opposition et de prendre le temps. C'est bien ça?
C'est-à-dire qu'un spectateur est rarement acteur au moment de la représentation. C'est-à-dire qu'effectivement, il est observateur et se poser le temps de l'observation. C'est-à-dire que d'un seul coup, on ne peut pas faire autre chose que de regarder. Bon, il y a toujours deux ou trois pour dormir, mais bon, c'est quand même relativement rare. À ce moment-là, effectivement, il y a cette position d'un seul coup où on ne voit plus beaucoup ça. Parce que maintenant, on est dans une espèce de zapping permanent. On va très vite, on regarde son téléphone, on regarde sa tablette, on allume son ordinateur. Voilà, on fait mille et une choses en regardant la télévision, en faisant la cuisine ou je ne sais quoi. Là, vous avez ce temps suspendu où vous regardez, écoutez, et ça, je pense que ça, heureusement, c'est quelque chose qui est une expérience qui est irremplaçable. Je crois beaucoup à cette expérience qui est fondamentale. Et ce ralentissement du temps, il permet effectivement d'un seul coup de s'interroger autrement. Et de mettre la distance nécessaire. Par exemple, on a soutenu une artiste russe qui nous vient de Sibérie, Tatiana Frolova. Tatiana Frolova qu'on soutient depuis 4 ou 5 spectacles, 5 même, qui a écrit un dernier spectacle que certains peut-être ont vu, qui s'appelle « Je n'ai pas encore commencé à vivre », qu'on a présenté là dans le cadre Festival Sens Interdit. Et elle a fait en fait un théâtre qui est le sien, qui est un mélange de théâtre documentaire et de fiction, où elle raconte la grande histoire de la Russie et de l'URSS, et au travers de sa propre histoire et de l'histoire de ses comparses, leur histoire personnelle. Et d'un seul coup, on voit il faut savoir que l'histoire de cette femme, qui est donc directrice du théâtre CNAM, le théâtre CNAM est né à Komsomolsk sur Amour. Alors il y a vraiment que le nom qui est joli, parce que franchement, la ville n'attire pas vraiment la sympathie, tant on est dans le projet très stalinien de construction de blocos alignés les uns contre les autres. Et Amour ne veut pas dire amour, comme on pourrait le croire, ça veut dire la boue, parce que c'est un fleuve qui s'appelle l'Amour et qui est chargé de boue. Donc vous voyez que c'est pas un cadre très idyllique. Et dans ce cadre-là, en 1985, à l'aube de la perestroïka, elle a fait le premier théâtre privé de Russie. Dans son 2 pièces de 28 mètres carrés, elle a fait un théâtre de 23 places, qui existe toujours, et où elle a fait de la création, et non seulement de la création, mais de la création contemporaine, c'est-à-dire en utilisant toutes les astuces technologiques qu'elle pouvait trouver, avec les moyens dont elle pouvait disposer à l'époque, en utilisant la vidéo, le théâtre d'ombre, le théâtre d'objets, etc. Et à travers ces petits spectacles, alors pas par la qualité, mais par la dimension, elle a créé des très grandes histoires, où elle a rejoint la grande histoire, et son dernier spectacle est vraiment une histoire, un parcours phénoménal dans l'histoire de l'URSS et de la Russie aujourd'hui, et comment les jeunes générations essayent de s'approprier cette identité de l'URSS alors qu'ils ne l'ont pour la plupart jamais connue. Et il y a ce fantasme qui est cultivé bien sûr par le pouvoir en place aujourd'hui, qui continue de perdurer. Alors bon, effectivement, on est en Russie, on est loin, on est très très loin de tout ça, mais on a remarqué que notamment sur des publics assez jeunes, dont nombre d'entre eux ont assisté aux représentations, il y a eu vraiment un questionnement très fort sur la citoyenneté, sur l'information, puisque là, évidemment, en Russie, on savait comment la manipulation était permanente. On a eu des retours absolument passionnants de jeunes qui, justement, s'interrogeaient en se disant, mais finalement, en Europe, quand on analyse, en France, quelque part, on trouve des mécanismes identiques, et tout ça a résonné d'une façon hyper intéressante et hyper pertinente. Pour ça que, voilà, parfois sur des thématiques qui nous paraissent très lointaines, sur des expériences qui nous paraissent vraiment dans d'autres contrées, on arrive à trouver une résonance qui est formidable ici, quoi. D'accord. Merci pour cette anecdote. Alors Isabelle Bourgade, c'est vrai que vous n'êtes, comme vous disiez, pas un acteur direct de la culture, mais vous êtes un acteur quand même. Vous devez avoir un avis sur la question. En quoi la culture, de votre point de vue, contribue à la citoyenneté ? Je pense que la culture contribue à la citoyenneté parce qu'elle crée du lien. Je suis tout à fait d'accord et en phase avec ce qui vient d'être dit. Elle crée du lien social, elle crée du lien sociétal, elle crée du lien générationnel. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est un élément important dans une cohésion de société, dans une cohésion d'entreprise aussi, parce que c'est quand même aussi très, très global, très général et très universel comme perception, la culture. Donc tout un chacun y voit et y trouve ce qu'il recherche ou ce qu'il recherche moins. Bref, je trouve que ça interroge chacun, ça crée de l'adhésion, ça crée de l'envie de poursuivre. Donc voilà, moi, c'est ce sujet du lien sociétal, générationnel et cette cohésion que ça permet, on le voit bien à travers parfois l'actualité, combien les
les gens se rassemblent finalement autour d'événements culturels et combien ça peut souder quelque part autour de valeurs un peu universelles les gens. Donc moi je trouve que ça c'est important, et c'est important aussi de changer le regard parfois de la culture, y compris pour nous-mêmes, parce que finalement on est, bon, à titre individuel, on a ses propres engagements et ses propres choix, mais l'entreprise c'est finalement une addition d'individus qui eux aussi doivent se retrouver dans ces engagements-là. Et moi ce que je fais aussi à la banque, puisqu'on a la chance d'avoir un très grand atrium dans notre siège, et on l'ouvre à la culture, c'est-à-dire qu'on organise à l'intérieur des expositions. Quand on est partenaire de la Biennale, par exemple, il y avait jusqu'à la semaine dernière, il y avait la maison de Ben qui était exposée dans le hall. C'est vrai que les messages ne sont pas très institutionnels par rapport à nos métiers, si vous voulez, mais ça fait rien, je veux dire, c'est l'ouverture au public, à tout le monde, c'est s'interroger sur... Voilà. Et ça, moi, je trouve que c'est fort et ça crée du lien. On a des peintres qui viennent exposer. On n'a pas encore fait de pièces de théâtre, c'est sans doute un peu petit, mais je trouve que c'est aussi changer le prisme et le regard des uns sur les autres. Voilà. Et justement, c'est intéressant. Comment réagissent vos collaborateurs, justement, quand ils arrivent et qu'ils voient une pièce, puis après, on fera le lien aussi avec la baleine. C'était très intéressant. Ils réagissent d'abord par la curiosité. Hein. Donc, ils ont envie, d'ailleurs, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on en fait profiter, évidemment, nos salariés, particulièrement ceux qui travaillent là, parce qu'ils sont avec l'œuvre toute la journée. Donc, il faut qu'ils comprennent ce qu'elle veut dire et le sens qu'elle a, et qu'ils puissent l'expliquer. Donc ils réagissent très bien, parce que pour eux aussi, j'allais dire, les gens qui viennent, qui rentrent, que ce soit d'ailleurs des clients ou pas, puisque ça attire des gens qui sont tout simplement de passage, je pense que c'est un côté valorisant aussi pour eux, valorisant pour leur métier, pour l'entreprise dans laquelle ils travaillent, et je pense que voilà, ça crée ça aussi, et le pourquoi on fait ça, et l'envie de faire avec nous, quoi. Donc totale adhésion de vos collaborateurs. S'ils ne l'avaient pas, ils la manifesteraient. On a parfois eu justement dans notre hall des œuvres qui étaient assez dures en fait, hein, mais qui en fait expliquées par les artistes ou par les personnes des musées prennent un autre sens, et donc ça ouvre aussi, j'allais dire pour nous tous, hein, à parfois des événements qui peuvent être un peu plus difficiles d'accès que d'autres. Voilà. On dit que l'art est ce qui suscite une émotion, qu'elle soit positive ou négative, donc on imagine qu'une réaction positive ou négative à une œuvre est une forme d'art. Et par rapport à votre question qui est sur la citoyenneté, je trouve que les entreprises, aujourd'hui, elles ont leur objet économique, elles ont leur objet social, c'est déjà extrêmement important, mais je pense qu'elles ont aussi des engagements dans tous les sujets, qu'ils soient de culture, qu'ils soient d'environnement. Vous citiez tout à l'heure la COP21. On se sent aujourd'hui quand même tous responsables de ces engagements sociétaux, parce qu'on est acteur de l'économie, on est acteur de notre territoire, et on est acteur citoyen, individuellement ou collectivement. Donc pour promouvoir la citoyenneté, il faut d'abord être soi-même citoyen dans ses actes. C'est faites ce que je dis et faites ce que je fais aussi. Pardon, Béatrice Chawan, juste sur cette notion d'installer une œuvre dans un contexte ou un lieu qui n'est pas qui n'est pas disposé à recevoir une œuvre de prime abord. C'est une expérience que vous m'avez racontée quand on a échangé au téléphone sur cette baleine qui a été installée. Vous pouvez nous raconter, parce que c'était une anecdote intéressante. La baleine, elle n'a pas été installée, elle va être installée. Ah, elle va être installée. En fait, ce qui est intéressant dans cette opération qu'on a fait avec Merial, c'est l'ancien nom, et Boehringer, le nouveau nom, c'est un travail collaboratif de réflexion sur les projets du musée et les valeurs sur lesquelles on se rejoignait. Et quand on a parlé de notre projet de raccrocher la baleine, alors la baleine, pour ceux qui sont lyonnais, c'est probablement la seule pièce de collection emblématique du Muséum d'histoire naturelle qui n'a pas été reposée dans le musée des Confluences. On a ce mammouth aussi de Choulan qui fait partie des grandes pièces emblématiques, mais la baleine, on ne l'avait pas mise à l'intérieur du parcours permanent. Il y a pas mal de visiteurs qui nous demandent où est la baleine. Une baleine, c'est très beau, mais c'est très grand. Et de fait, on s'était dit que c'était quand même dommage de ne pas raccrocher la baleine. Et dans notre logique de décloisonner le musée, on s'est dit que finalement, il n'y avait rien de mieux pour un objet de cette taille que de ne pas la mettre dans une salle d'expo. Et donc, on a pour projet, au début, en janvier 2019, de d'abord restaurer cette baleine et de l'accrocher à l'intérieur des espaces liants, c'est-à-dire en dehors des salles d'expo, entre le niveau 2 et le niveau 1. C'est-à-dire tout le monde, ceux qui sont au niveau 2 comme ceux qui sont au niveau 1, pourront voir cette baleine qui est très grande.
Voilà, ça c'est un projet, on va dire, du musée. En discutant de ça avec Merial, ils nous ont dit qu'ils étaient très intéressés par participer comme mécène à ce projet-là. Mais justement, ce qui est un peu particulier, c'est que c'est la contrepartie qui est originale, puisque souvent les contreparties en mécénat se traduisent par une utilisation d'espace ou des contreparties plus classiques. Et là, en fait, l'idée, c'était de poursuivre l'expérience, en fait, d'aller jusqu'au bout de cette expérience, y compris vers ce public qu'est l'entreprise et les salariés de Merial ou les visiteurs du nouveau siège. Alors au début, on s'est dit on va peut-être essayer carrément d'accrocher la baleine chez eux. Bon, c'est trop grand. Et finalement, on leur a proposé, en réfléchissant, également d'installer un autre animal un peu mythique qui est le narval. Donc c'est ce mammifère qui dispose d'une dent qui faisait... C'est une corne, non? C'est une corne qu'il a. En fait, on pensait... certains mythes disaient que c'était des cornes de licorne. Bon, c'était des dents de narval. Mais c'est très long, en fait. Donc l'animal lui-même, plus sa dent, fait à peu près 10 mètres. Visuellement, c'est très impressionnant. Et ça tenait, surtout là où on voulait le mettre. Et finalement, ce qui était intéressant, c'est tout l'enthousiasme qui a été généré autour de cette installation. Les salariés, Merial a souhaité cultiver un petit peu de secret autour de ce qui était fait par rapport au projet. Et là, on touche vraiment l'intérêt d'ouvrir à des publics, parce que pour nous, ce public-là, c'est un autre public du musée, qui peut-être, alors qu'on est très proches les uns des autres, n'a pas encore eu l'occasion d'aller au musée, mais parce qu'on va installer un narval dans son siège social et qu'on explique ce narval, les enjeux de biodiversité, mais qu'on fait le lien avec le projet de la baleine qui va être installé dans un an. On crée quelque chose, en fait, on crée un peu cet émerveillement. On n'a pas besoin de savoir tout sur la biodiversité ou sur les espèces animales, mais ce narval, ça déclenche des choses. L'installation a déclenché des choses, puisque ça dure à peu près 3 jours, plus un certain temps de travail avec les équipes pour préparer un projet comme ça. Et l'installation elle-même est un moment, en fait, un événement. Combien de temps pour installer un narval de 10 mètres? Il faut 3 jours. 3 jours, ouais. Pour la baleine, ce sera plus long. La baleine, on en fera également un événement parce que ce sera Mais on est vraiment dans cette continuité, ce lien par rapport à des sujets, des objets, et finalement une envie de poursuivre quelque chose qui ne soit pas juste un moment. Ça peut être autre chose que d'entrer dans une expo et de visiter une expo. Donc il y a une idée aussi de favoriser l'appropriation, alors peut-être avec des guillemets, c'est peut-être pas le bon terme, de l'œuvre par son public. Et le fait de la mettre sur le lieu de travail, c'est un moyen aussi, puisque les gens qui travaillent sur le lieu en question, c'est leur repère, leur monde un peu d'une certaine manière. Donc il y a une appropriation quand c'est l'art qui vient sur le lieu de travail. Ça va devenir leur narval, parce qu'effectivement, il va rester un certain temps chez eux. Et pour nous, c'est très enthousiasmant aussi, parce que juste pour vous donner une idée, les collections qui sont présentes dans le parcours permanent, donc à peu près 3000 m² d'exposition, c'est 500 objets. Nos réserves contiennent 2,5 millions d'objets. Donc c'est finalement très frustrant. Vous avez de la marge. Oui, on a de la marge, mais du coup, c'est assez frustrant de ne pas pouvoir tout montrer. On a des collections très riches. Et des opérations comme ça, ça permet de présenter une collection qui n'est pas dans le parcours ni temporaire ni permanent du musée. D'accord. Alors peut-être une dernière question avant d'un peu se projeter pour raccrocher à la thématique de cette journée, Génération 2050. Il y a différents termes qui ont été dits, comme préparer le public ou sensibiliser. On sait, le théâtre des Célestins et le musée des Confluences, il ne faut pas que je confonde, que vous mettez en place autre chose que des expositions. Vous mettez aussi en place des rencontres avec les artistes. Ça, c'est plus vrai pour le théâtre des Célestins. Vous mettez également en place des ateliers découvertes, des parcours pédagogiques, avec cette notion aussi tournée vers l'enfant, puisqu'on sait que la sensibilisation, la citoyenneté commence très tôt maintenant, puisque ça commence à s'inscrire dans les programmes scolaires. Est-ce que l'axe jeunesse est aussi un axe que vous défendez ? Oui, effectivement, nous, la famille, les enfants, les scolaires, c'est forcément un public très présent et auquel on accorde une importance particulière. Beaucoup de typologies d'actions en direction des enfants, que ce soit effectivement des ateliers, des travaux menés dans le cadre de l'éducation nationale, des parcours particuliers avec des regards adaptés.
Et je dirais, même, on va poursuivre et aller un tout petit peu plus loin à partir de 2019 et 2020, puisqu'on va engager un cycle d'exposition dédié aux enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos expositions, elles sont tout à fait accessibles à des familles avec enfants, que ce soit expliquées par les parents ou dès qu'on sait lire, on sait se débrouiller dans une exposition au Musée des Confluences. Mais on imagine qu'il serait intéressant de faire un cycle d'exposition qui puisse se visiter, qu'on soit enfant seul et que les parents soient dans une salle à côté et qu'on sache lire ou pas lire. Et donc, on va engager ce cycle-là prochainement. Oui, puisque vos expositions donc, permettent le toucher, le visuel, il y a aussi un peu l'auditif que vous utilisez beaucoup. Et une autre dimension aussi intéressante, c'est, voilà, comme ça je vous fais un peu de pub, c'est le mystère du masque blanc, où vous mettez en place un jeu de pistes autour d'une enquête à faire en famille, justement. Donc il y a aussi cette idée d'utiliser le ludique pour sensibiliser à la culture. Oui, bah alors le ludique, en fait, on est même pour les adultes, hein, le ludique, l'émerveillement, oui, c'est des ressorts, l'émotion. C'est vrai qu'on aime moins le mot de pédagogie, par exemple, parce que nous, le musée, on est autre chose que l'école, on n'est pas une encyclopédie. On est là pour générer, et on rejoint en ça tout ce qui relève de démarche artistique, parce que finalement, ce qui déclenche le premier regard, c'est l'émotion, c'est l'intérêt qu'on va avoir à être attentif à une œuvre qui va nous toucher pour plein de raisons. Et donc le ludique, ça marche aussi pour les adultes. Et en l'occurrence, la plupart de nos ateliers jouent sur un registre assez ludique. Il y a effectivement ces défis en famille, qu'on peut faire en famille. Et puis il y a par exemple cet atelier Octopus qu'on a mis sur le socle du musée dans un container et qui en fait laisse penser aux enfants qu'ils descendent en sous-marin au fond de la mer et qu'ils rencontrent des bêtes un peu merveilleuses. Et on les met tellement en situation qu'au début, on avait mis une ambiance sonore et assez forte, à tel point que les plus petits en fait, se demandaient s'ils allaient pouvoir sortir et s'ils n'étaient pas au fond de l'eau. Donc il y en avait certains qui avaient un petit peu peur. Mais pour dire qu'on est vraiment dans une immersion qui est très ludique. Oui, le but, c'est que tout le monde en ressorte avec une expérience vécue. Et une immersion totale pour que. Immersion totale. Oui, pour qu'on arrive à croire que c'est vrai. C'est aussi ça, la jeunesse. Marc Lesage, cette idée de sensibiliser la jeunesse, c'est aussi un axe développé, parce que c'est vrai que le théâtre, c'est déjà peut-être plus dur à sensibiliser la jeunesse pour le théâtre que pour une exposition. C'est un petit peu plus dur par rapport au projet des Célestins, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu, ce qu'on va dire, une action jeune public à proprement parler. C'est vrai que nous, on est déjà un petit peu plus tard, on est au berceau de l'adolescence, on va dire, on commence là. Alors c'est vrai qu'il y a des lieux sur Lyon qui sont beaucoup plus engagés sur le jeune public. Après, on essaye d'équilibrer avec ce qu'on appelle des spectacles familiaux, voilà, où on a effectivement cet axe-là de sensibilisation. Alors je dirais que globalement, on va dire qu'on est à peu près à partir du collège, où on commence nos actions de sensibilisation à partir de là. Et c'est vrai, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit sur la notion du ludique, quoi, qui est fondamentale, il faut justement un peu dépoussiérer l'objet culturel et de ne pas laisser penser que c'est quelque chose d'inaccessible, de quelque chose de réservé à une certaine élite, à une certaine clientèle. Donc il faut qu'on ait ce pouvoir de presque banaliser, je dirais que le terme n'est pas très joli, mais en fait on a besoin aussi de ça pour que n'importe qui puisse se dire bon bah oui, ça m'appartient tout autant qu'à un autre. Et pour ça, on a aussi un autre axe qui est assez fondamental, hormis évidemment les spectacles, leur environnement par les interventions en milieu scolaire ou non. On a une chose qui est assez fondamentale et qui aide beaucoup au développement donc, de ces publics, c'est les visites guidées du théâtre, puisque nous avons un lieu patrimonial, donc lieu historique. Il n'y a pas beaucoup de théâtres en France qui peuvent revendiquer 2 siècles d'histoire comme celui-là. Et effectivement, c'est un lieu avec évidemment des circulations assez étonnantes, des décors, voilà. Puis bon, il y a des choses qui sont restées à peu près dans le jus. Donc, on a régulièrement des visites guidées qui sont organisées. Alors pour les scolaires, bien sûr, mais aussi pour le tout public. Tous les samedis matins, il y a des visites guidées du théâtre, qui est une approche différente du théâtre, mais où on voit que la connexion se fait aussi par ce biais-là. C'est-à-dire que les gens qui visitent le théâtre le samedi matin voient le plateau en montage, en démontage ou en répétition,
et se disent tiens, c'est intéressant ce qui s'y passe, et parfois on les revoit à la billetterie le soir. Donc on voit bien que les axes d'entrée sont très pluriels, et que ça c'est un moyen comme un autre, et effectivement c'est ce qui donne un petit peu cet aspect ludique de se dire on fait une visite et puis d'un seul coup faut qu'on voit à quoi ça sert tout ça finalement. Ok, merci. Alors, je retiens quelque chose de très intéressant de nos échanges. C'est vrai qu'on associe souvent le terme de citoyenneté à cette notion de vivre ensemble. Mais c'est vrai que pour vivre ensemble, encore faut-il connaître l'autre. Et c'est vrai que l'homme a une prédisposition à être effrayé en général parce qu'il ne connaît pas. De ce que j'entends, à travers l'art, on permet en fait d'appréhender un monde. Comme je disais, ça change le regard, enfin, vous le disiez, ça interpelle. Et donc c'est en ça justement qu'on apprend à découvrir le monde et c'est en ça qu'on devient citoyen, si je résume à peu près. Alors peut-être maintenant, si on cherche à se projeter justement, quels sont vos projets à, on va dire, commencer à court terme pour justement toujours favoriser la culture et favoriser la citoyenneté? Isabelle Bourgade, je vous propose de commencer. Je pense qu'on vit dans une société extrêmement évolutive, digitalisée demain, etc. Et il me semble que s'il y a des sujets de réflexion, en tous les cas au moins intéressants là-dessus, c'est de dire comment est-ce qu'on peut ouvrir plus nos partenariats, par exemple, nous et nos engagements, nos mécénats, mais globalement sur le terrain de la culture, sur d'autres terrains aussi, mais comment est-ce qu'on peut faire connaître par des moyens différents, par des canaux différents, par des écosystèmes spécifiques, la culture et faire que finalement à la fois les gens l'apprécient, la connaissent et viennent tout simplement dans les musées, dans les spectacles, etc. Mais aussi, je dirais, comme entreprise citoyenne, ouvrir l'idée de faire que d'autres que nous peuvent s'engager parmi les gens qui sont dans nos réseaux, etc. Et donc contribuer quelque part au développement de ce type d'engagement et faire donner envie aux gens de finalement se dire ah tiens, ça c'est peut-être assez intéressant, peut-être que nous on peut faire, etc. Et on travaille beaucoup sur tous les sujets de philanthropie, par exemple avec nos clients, des sujets comme ça pour qu'ils soient à la fois ils viennent témoigner de leurs propres engagements pour quelque part, comme on dit aujourd'hui, donner un peu cette viralité à tout un chacun, quoi. Faire le buzz, comme on dit. Tout à fait. Béatrice Chawan, les axes de développement du musée des Confluences à venir. Vous avez donné un peu. En 2 phrases. Non, 3 si vous voulez. D'accord. Les axes de développement, d'une manière générale, le projet scientifique et culturel du musée, finalement, il ne se met en œuvre que depuis très peu de temps. Donc l'enjeu, c'est de poursuivre et de façonner finalement petit à petit ce qu'est le musée des Confluences. On est en train de le faire, on ne peut pas dire qu'on a fait le tour de la question. Au fur et à mesure, on sait un peu mieux qui sont nos publics, qui on est nous-mêmes, comment les choses peuvent se faire. On expérimente. Je crois beaucoup au fait que c'est pas mal d'expérimenter beaucoup de choses, de se tromper, pour se rendre compte qu'il y a des choses qui fonctionnent moins bien qu'on imaginait, d'autres mieux. Donc on va continuer à expérimenter, notamment avec les entreprises. C'est vrai qu'on expérimente pas mal de typologies de partenariats un peu différents. Et aujourd'hui, la recherche de valeur, de sens, alors ça recoupe un peu les questions de citoyenneté, elle est très présente chez les entreprises. Et nous, c'est vrai que par les valeurs humanistes que le musée porte finalement naturellement dans son propos, on trouve des résonances et ça peut ouvrir à beaucoup de partenariats différents. L'idée, c'est de personnaliser, d'adapter à chaque demande. Et nous, on est encore là-dedans, finalement, on est encore en train de chercher comment nous adapter, comment penser les projets du musée. On peut réfléchir sur des pistes aussi. C'est vrai qu'on a parlé du public peut-être passif devant certaines œuvres ou devant certains spectacles. Il y a des modes ludiques d'ateliers qui permettent de faire participer le public, mais il y a peut-être encore d'autres modes pour aller un peu plus loin. Parce qu'il y a des tas d'enfants ou de gens passionnés par des questions d'archéologues, d'entomologistes, d'aller dans les réserves. On voit en fait l'attrait que peuvent représenter ces visites un peu spéciales. On a l'impression de faire partie de ce monde particulier. Et en fait, il y a probablement des publics, des personnes qui souhaiteraient participer à ça, finalement, ce qui n'est pas tout à fait... officiellement ouvert à tout le monde. Comment le rendre un peu plus ouvert, donc ça fait partie des pistes. Et puis bien sûr toutes les pistes de réflexion culturelle et les projets thématiques, mais
toujours avec cette façon plurielle, pluridisciplinaire d'aborder les sujets. C'est vrai qu'on peut presque parler de tout au Musée des Confluences. L'important, c'est qu'on puisse en parler avec cette approche qui mêle plusieurs regards et qui montre aux visiteurs qu'on n'a forcément pas tout dit sur une thématique, mais au moins on a montré qu'on pouvait en dire plusieurs choses et ce qu'il fallait retenir, c'est que c'est jamais évident de penser une seule chose sur un seul sujet. Donc voilà, c'est de continuer dans ce... La réalité est multifacette. Tout dépend de la manière dont on la regarde. Exactement. Okay, je comprends bien. Merci. Marc Lesage, je vous propose également de vous prêter à l'exercice. Quels sont les axes de développement donc, pour le Théâtre des Célestins? Vous m'aviez parlé de thématiques autour de l'Europe, qui est un bon sujet de citoyenneté. Oui, en fait, on a coutume de dire qu'on essaye de travailler sur à la fois l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et l'infiniment petit, ça peut être de se dire de travailler sur un artiste en émergence, et c'est pas lui faire injure que de parler de lui dans l'infiniment petit, c'est-à-dire qu'effectivement, il est en train d'éclore. Et puis, alors, en parallèle, travailler effectivement à faire venir les plus grands noms de la mise en scène internationale, tout comme dans les formes qui sont présentées, on peut avoir des formes infiniment petites et des formes infiniment grandes. Et l'idée étant de se situer à la fois dans le local, c'est-à-dire dans un théâtre de proximité, presque de quartier, on est dans un théâtre de centre, de presqu'île, donc on est vraiment au centre de la cité, et en même temps avoir cette ambition d'un théâtre international qui rayonne bien au-delà des frontières françaises. Donc ça, l'axe européen, je dirais plus modestement l'axe européen que l'axe mondial, parce qu'il faut quand même à un moment... resserrer un petit peu le projet, c'est déjà pas mal. L'axe européen, en fait, nous conduit effectivement à travailler sur ce que serait la citoyenneté européenne. C'est ça qui nous intéresse dans ce qu'on pratique tous les jours, c'est-à-dire cette culture qui est censée être notre ciment, notre lien. Et si peut-être on n'arrive pas à faire l'Europe d'un point de vue politique, voire économique ou autre, essayons de faire au moins l'Europe culturelle. Et c'est là-dessus qu'on a envie de travailler en développant divers projets. On a notamment un projet en cours avec le Schauspiel de Stuttgart, le Piccolo Teatro de Milan et le Théâtre National de Catalogne, où on s'est réunis pour développer un projet européen ensemble, une création collective de tous ces lieux-là, avec le théâtre aussi d'Oslo, qui aura lieu à Stuttgart en juin prochain. Donc en plusieurs langues, avec plusieurs intervenants artistiques. Voilà, c'est un premier projet, voilà, un vrai projet de citoyenneté que nous lions à des projets d'ateliers que nous avons fait notamment sur les 3 saisons précédentes, sur la commune de Vaux-en-Velin, avec des ateliers qui ont donné lieu à une forme artistique qui a été la résultante de 3 années de travail avec des amateurs situés sur le territoire de Vaux-en-Velin qui ont raconté leur histoire citoyenne, leur parcours. Beaucoup d'entre eux n'étaient pas français de souche. Et donc ça a été un témoignage extrêmement bouleversant de leur prise en compte de la citoyenneté française. Et aujourd'hui, quelques-unes de ces personnes vont s'interroger sur ce que c'est la citoyenneté européenne après la citoyenneté française. Voilà, c'est pour faire le lien. On est parti de la banlieue de Lyon et puis vous voyez, on arrive juste aux confins de l'Europe, voire à l'extérieur de l'Europe. On comprend la logique, donc peut-être après l'Europe, ce sera le monde, du coup, on peut imaginer. Écoutez, on ne s'interdit rien. On verra. Très bien, alors avant de prendre un temps d'échange avec vous, chers participants, pour que vous puissiez interagir, peut-être une dernière question. Nous sommes en 2050, donc à quoi ressemblera la culture? Isabelle Bocard, vous parliez de technologie, de numérique. Est-ce qu'on peut imaginer, parce qu'on connaît l'avènement des casques de réalité virtuelle par exemple, est-ce qu'on peut imaginer encore faciliter l'accès à l'art numériquement à travers parce que je sais qu'on peut visiter des appartements comme ça, à travers des représentations virtuelles du lieu. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a alors, je pense que c'est une question dans laquelle vous allez mettre une part d'attente et de vos fantasmes, mais à quoi ça pourra ressembler en 2050, la culture? Marc Lesage. Vaste question. Ah oui, vous avez 4 quelqu'un commence. Non, écoutez, franchement, je ne peux pas lire dans le noir de café, donc je ne peux pas vous dire ce que ce sera, mais j'ai quand même l'ambition de croire que... Alors bon, évidemment, je prêche pour ma paroisse, pour le spectacle vivant, j'ai quand même cette ambition de croire qu'il ne pourra pas être remplacé, que ce qui va exister à un moment donné, que les gens soient en situation d'entendre, de vivre un spectacle communément au même moment, au même endroit. Bon, la technologie peut faire tous les progrès inimaginables. Je sais pas je peux pas aujourd'hui imaginer quelque chose qui va remplacer cette sensation-là. Alors après, ce qui va évoluer, ce sont effectivement les formes. Les formes vont évoluer. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des quantités de formes qui émergent, qui déjà sont très novatrices. Et je peux absolument pas vous dire ce que ce sera dans plus de 30 ans. C'est vrai qu'on peut pas l'imaginer. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement,
c'est à nous, aujourd'hui, professionnels de la culture, de préparer ce terrain-là, c'est-à-dire de faire en sorte d'être à l'écoute de tout ce qui est en train d'émerger, et puis de ce qui est susceptible d'émerger. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on laisse notre porte ouverte, qu'on soit toujours très très attentif au monde qui nous entoure, mais on est quand même toujours dans l'inconnu, et heureusement d'ailleurs, quelque part c'est aussi ça l'émerveillement, c'est aussi de se laisser surprendre, et parfois être dépassé nous-mêmes. Donc moi je pense que c'est ça la citoyenneté demain, c'est ce qui va nous dépasser aujourd'hui, je crois. D'accord, merci. Isabelle Bourgade, c'est à votre tour. Oui, je pense, moi je ne sais pas prédire la culture non plus à 2050. Tout à l'heure, quand j'évoquais le digital, je pense qu'on y est dans cette société du digital, dans la diffusion digitale de plein de thématiques, hein, de musique, de théâtre, de représentation, etc. Mais ce que je pense surtout, c'est que, et sans doute c'est les professionnels de la culture qui évidemment sont les mieux à même de s'exprimer là-dessus, mais je trouve que plus on est dans cette évolution digitale, plus l'humain est important. Et c'est en ce sens-là que je pense que ça peut être porteur on va dire, de démocratisation ou voilà, de plein de diffusion possible un peu partout, mais on revient quand même toujours à l'humain, et il n'y a rien de mieux que d'écouter un concert, que d'aller voir une pièce de théâtre. C'est sans doute des éléments qui peuvent donner envie, mais envie de vivre l'expérience en vrai et pas de façon virtuelle. Je le vois un peu comme ça, enfin, par rapport à ce que ça peut apporter. C'est intéressant, c'est vrai qu'on dit beaucoup que le numérique justement coupe les liens sociaux et physiques, donc on peut espérer que la culture soit un des moyens justement de rassembler les gens et de conserver ces liens humains qui nous caractérisent aussi, puisqu'on est des animaux grégaires. Tout à fait. Béatrice Chawan, je vous propose d'être la dernière intervention avant les questions. Oui, sachant que je souscris totalement à ce qui vient d'être dit, dans le sens où je pense que la tendance s'est déjà amorcée. On est tellement déjà dans ce monde du numérique que précisément le numérique pour le numérique n'a pas de sens, et a fortiori pas dans des musées ou des lieux de culture. Il doit servir un discours ou servir une intention, ou servir une accessibilité, et on le voit, même les plus connectés, les jeunes, les enfants, finalement c'est pas ce qu'ils recherchent dans le musée, parce que ça ils l'ont, de toute façon ils ont tout un tas de formes pour lesquelles il y a bien plus compétents que nous sur ces domaines-là. On trouvera toujours de la 3D mieux faite ailleurs que dans un musée, et les technologies finalement ne sont pas, enfin c'est pas notre objectif direct, donc, et au final ce qui importe c'est cet émerveillement face à un objet, face à un discours, une façon d'envisager des sujets qui n'a pas forcément besoin de numérique. Alors bien sûr des audiovisuels, il y en a, il faut pour que ça puisse parler à tout le monde. Mais je vois plus l'évolution peut-être comme une façon de rendre encore plus accessibles les lieux de culture, c'est-à-dire que ces nouvelles technologies permettent à des enfants dans un lit d'hôpital, alors on l'a un peu expérimenté, c'est vraiment aux prémices de ce qui peut se faire avec les robots qui sont connectés, qu'on va guider dans un musée, et derrière il y a un enfant ou un adulte dans un lit d'hôpital qui commande et qui se dirige. Bon, ça fonctionne bien sous certains aspects. Il y a des tas de contraintes techniques qui font que c'est pas facile à utiliser tout le temps. Enfin, on peut connecter une personne. Enfin, c'est compliqué. Là, je crois au fait que la technologie va peut-être parvenir à améliorer ça, et qu'on n'aura plus besoin d'avoir des supports aussi imposants, et que ça va permettre à plus de monde qui ne peut pas aller dans les musées ou qui ne peut pas aller dans ce musée-là à ce moment-là, d'aller visiter. Ça remplacera jamais le fait d'être sur place, mais ça permettra une accessibilité. Nous, on a participé aussi au Google Art Project. On est le musée des Confluences est accessible. Ça fait partie, voilà, de l'accessibilité aussi d'un musée. C'est une autre façon d'envisager le musée. Ça permet de toucher d'autres publics. Et je pense que c'est là, peut-être dans cette voie-là, que ça va bouger. On comprend la logique, parce que c'est vrai que par exemple on veut aller visiter le musée d'art contemporain à New York, encore faut-il pouvoir se payer le billet. Là on peut imaginer que le numérique serait un moyen de le visiter comme si on y était. Bon, un grand merci pour vous être prêts à cet exercice. Chers participants, la parole vous est maintenant donnée. Alors vous connaissez la consigne, merci de lever les mains bien haut, puisque je ne vois pas forcément avec les projecteurs. Est-ce que vous avez des questions éventuellement? Est-ce que vous avez des témoignages? Est-ce que vous aussi vous avez une définition ou un lien entre culture et citoyenneté? C'est à vous. Alors du coup c'est... Ah oui, merci. Alors juste une petite règle, merci de vous présenter, hein, qu'on sache qui vous êtes. Bonjour. Bonjour, je suis lyonnais, comme beaucoup ici,
Et je voudrais peut-être insister sur une dimension qui n'a pas été effleurée. La citoyenneté, c'est la capacité quand même du vivre ensemble dans des lieux que l'on respecte. Or, il y a des gens qui jouent un rôle, me semble-t-il, très très important. Je pense aux urbanistes, je pense aux architectes, à ces gens qui créent des espaces dans lesquels on se sent bien ou on se sent mal. Il y a des architectes qui ont créé des isolements épouvantables. Il y en a d'autres, au contraire, qui pensent à l'intégration. Il y a des modes de circulation que l'on crée pour justement permettre l'accessibilité à un certain nombre de lieux. Et je vais prendre un exemple très simple. Autant j'exècre ce qui est arrivé au cours de Verdun, Lyon, autant l'aménagement des bords de Saône et des bords du Rhône me paraissent être des exemples d'intégration, effectivement, des citoyens dans la cité. Et je crois que, bien sûr, la culture, c'est la peinture, c'est la musique, c'est les musées, c'est tout, mais je pense qu'il y a aussi tout un environnement, j'allais dire, inconscient, mais qui joue, je crois, un rôle important dans la rencontre de la citoyenneté et de la culture. D'accord, donc la culture va au-delà des lieux comme des théâtres ou des musées, ça commence même dans la rue, dans la vie de la cité. La sensibilisation à la culture à travers la citoyenneté. Réaction? Pas particulièrement. Partage. Vous partagez? Parfait. Autre question, réaction, suggestion? En général, une fois que quelqu'un s'est lancé, la machine est lancée du coup. Donc pas de témoignage, pas de questions particulières. Madame, merci. Alors levez bien la main pour mes collègues qui puissent bien voir. Voilà, merci. Puis n'hésitez pas à interpeller nos intervenants, parce que je pense que vous ne les verrez pas tous les jours. Edith Lavirotte. Moi, je trouve qu'un des défis un peu phénoménaux du monde de demain, c'est, d'ailleurs on en a parlé ce matin, c'est la rencontre, ou plutôt les conflits entre les cultures. Enfin, ça pose des problèmes aujourd'hui, le dialogue entre les cultures complètement fou. Et les réactions sont, on sait malheureusement, plutôt un certain nombre de fois dans le repli. Est-ce que la culture peut faire progresser ou être un vecteur pour nous aider à nous ouvrir, et puis surtout au-delà, enfin c'est pas seulement c'est pas seulement l'envie, c'est aussi y arriver, parce que c'est quand on est face à des cultures complètement différentes, enfin c'est très difficile de trouver le contact. Moi je loge notamment à la maison des réfugiés politiques, il y a un problème de langue absolument dingue, et puis on se décourage en fait. Est-ce que je me pose les questions de qu'est-ce que je pourrais trouver en fait pour que vraiment le dialogue dure, et puis qu'il s'établisse quelque chose d'une certaine façon par-delà les mots. Alors il y a la cuisine, oui, ça c'est un truc extraordinaire. Oui. Mais est-ce qu'avec le théâtre, est-ce qu'avec les musées, est-ce que c'est des sujets que vous appropriez ou que vous aimeriez vous approprier? Enfin, est-ce qu'il y a des choses possibles dans ce domaine? Merci pour cette question, Madame Marc Lesage. Écoutez, je pense qu'effectivement, on n'a peut-être pas toutes les solutions, loin de là. On a parfois des débuts de solutions, des débuts d'expérience. On a notamment eu ce festival Sens Interdit, donc qui regroupe effectivement des paroles issues de pays parfois extrêmement en danger, où l'oppression est extrêmement présente, notamment pour les artistes. Donc on essaie de faire entendre cette parole-là au public le plus large possible. Ça, c'est une des pistes que nous avons. Après, on essaye aussi d'avoir des spectacles visuels pour pas que, comme vous le dites, nous ayons trop la barrière de la langue. C'est-à-dire qu'on arrive aussi à générer aussi d'autres publics. Alors après, tout ça n'est sûrement pas suffisant. Ça, c'est une certitude. C'est difficile d'être sur beaucoup de fronts. Et puis, souvent, c'est pas facile de gagner ce public parce qu'il faut accéder à l'association qui s'occupe d'eux. Il faut ensuite pouvoir les amener jusqu'au théâtre. Enfin, c'est parfois une organisation assez complexe. Alors maintenant, c'est vrai que la solution n'est pas idéale. Ce que je peux dire, c'est que voilà, il y a une tendance quand même. En tout cas, la thématique notamment est prise en compte énormément par les artistes aujourd'hui. Je veux dire, c'est un terme un peu générique et un peu large, qui vaut ce qu'il vaut.
Mais aujourd'hui, la question des migrants est aujourd'hui une question absolument centrale dans le travail des artistes, pas seulement en France, bien sûr, mais en Allemagne, aujourd'hui, vous avez presque un spectacle sur 3 qui se crée, qui porte sur la question des migrants, ce qui veut dire que les artistes se sont appropriés cette question de société et qui font venir témoigner des migrants sur scène. Donc voilà, on arrive aussi à ces questions-là. Alors, on a aussi quelques expériences comme ça en France. Je sais qu'en Allemagne, évidemment, le sujet est encore plus présent. Mais pour vous dire que voilà, il existe des débuts, des tentatives. Alors ça suffit pas, hein, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais je crois il faut aussi laisser ces initiatives continuer. Il faut savoir que on n'obtient pas de financement pour faire ça, vous pouvez vous en douter. Donc c'est des financements fléchés et spéciaux. Donc ça veut dire que c'est sur nos propres crédits, ce qui est pour ça aussi que ça rend les choses un peu plus complexes. Mais voilà, enfin, c'est quand même des actions qui existent. Voilà, je ne peux pas vous dire que ce soit encore merveilleux, mais ça existe un petit peu. Béatrice Chawan et après Isabelle Borgane, vous voulez peut-être réagir ? Alors, peut-être sur la question, oui, chacun met sa pierre à l'édifice à la mesure de ce qu'il peut faire et dans le cadre de son propos, mais sur la question des différences de culture et de mieux comprendre l'autre pour finalement lever cette barrière de l'inconnu, cette peur qui peut arriver, c'est précisément le sujet de société, en l'occurrence, l'exposition Société qui traite justement de ces différences culturelles, de ce qui en ressort de très riche et de très positif, et malheureusement parfois de très dur. On a un audiovisuel et des séquences sur ce qui s'est passé pour le peuple aborigène en Australie. L'idée, c'est justement de faire prendre conscience aux visiteurs de ces confrontations malheureuses et de finalement imaginer que pour l'avenir, des enfants ou des jeunes qui vont écouter ça vont peut-être se poser un certain nombre de questions. Alors ça, c'est dans notre parcours permanent, mais on a également des thèmes d'expo qui traitent de ça, qui traitent indirectement de ça. En ce moment, on a une exposition qui s'appelle Touareg, et qui a pour objectif officiel de casser les mythes et les a priori, les caricatures que le monde occidental fait à propos du monde touareg, pour expliquer que finalement on est tout le temps bercé d'un certain nombre de choses qu'on se persuade être la vérité à propos d'autres cultures. Donc il y a eu cette période romantique où les Touaregs, c'était les hommes bleus au milieu du désert. Bien sûr, ce n'était pas que ça. Et aujourd'hui, malheureusement, ils souffrent d'une caricature inverse, c'est qu'on les imagine forcément dans un monde plus violent, associé à d'autres objectifs. Et c'est pas ça non plus. Donc nos expositions, quand on disait apporter d'autres regards et ouvrir un petit peu le regard de tout le monde, c'est aussi de poser ce genre de sujet sous cet angle. Après, ça répond, ça touche celui qui veut entendre ça, et il n'est pas obligé de l'écouter, mais en tout cas, c'est l'objectif. Isabelle Borgane, une réaction ? Oui, plus un témoignage de... Par exemple, j'ai en tête une opération à laquelle nous contribuons avec l'Opéra de Lyon. Il y a un dispositif qui s'appelle, je crois, Tous au balcon. Et l'idée, c'est quoi ? C'est d'ouvrir l'opéra à des jeunes dont la vie ne les emmène pas spontanément vers cette musique. Et moi, pour une poignée d'euros, donc, et moi, j'ai assisté une fois à une représentation à laquelle étaient présents ces jeunes qui ont des histoires, des cultures qui peuvent être extrêmement diverses. Et honnêtement, j'ai été surprise par la façon dont ils manifestaient leur intérêt. C'est-à-dire, contrairement au public qui est très sage, très institutionnel de l'opéra, bruyamment leur intérêt, ils ont adoré ce truc-là, ils l'ont exprimé. Et je trouve que pour moi, ça a été un point important justement pour dire on peut amener beaucoup de monde, pas avec nos propres codes finalement sociaux, mais on peut amener beaucoup de monde à s'intéresser, à s'ouvrir sur de la culture ou sur d'autres choses. Après, il y a d'autres engagements. Moi, personnellement, je suis intervenue beaucoup dans des programmes avec l'Éducation nationale sur le fait de valoriser de la même façon un parcours masculin et féminin, ce qui n'est pas acquis pour tout le monde. Et là, j'allais dire, avec des gens du BTP, avec des gens du service, avec toutes sortes de métiers, pour dire les métiers sont ouverts à tout le monde, aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et je pense que c'est effectivement chacun dans notre société, l'implication qu'on peut avoir, soit à travers son métier, soit évidemment avec des engagements personnels, mais en tous les cas à travers les institutions. Je pense alors c'est dur, on a l'impression que ça avance pas vite, et ça ne va pas vite, parce que c'est je pense des phénomènes
en profondeur, mais je pense qu'on a des moyens les uns et les autres de favoriser quand même cette intégration plus générale des différentes cultures, même si c'est parfois très dur. Merci pour ces éléments de réponse. Alors du coup, la question de madame évoque une autre question. C'est est-ce que d'un point de vue culturel, vous vous interdisez certains sujets ou certaines thématiques de peur que le choc justement culturel soit trop important et que l'œuvre ou je ne sais pas comment l'appeler ne soit pas comprise? Non. Ponosage, non? D'accord. Ok, c'est bon à savoir. Autre question, témoignage, réaction comme celle de madame? Je vous propose d'en prendre encore une ou deux. Décidément, ça ne vous suscite pas beaucoup de questions. N'hésitez pas sinon à nous faire part d'un témoignage. Oui, madame, merci. On vous apporte le micro tout de suite. Bonjour. Bonjour. Je voulais juste aborder la question sur le thème de la créativité. J'ai vu là dans les différents exposés, c'est vrai que l'accessibilité de la culture à tous, en sortant justement les artistes, les œuvres d'art, les expositions hors des lieux muséaux et autres. Ce qui est intéressant aussi, c'est de rendre accessible cette créativité, notamment au niveau des jeunes. Ce matin, on en a parlé, Génération 2050. On met beaucoup, vraiment aujourd'hui, l'accent sur ce besoin de créativité. C'est plus simplement du savoir qu'il faut à nos jeunes pour construire leur présent et leur futur. C'est aussi cette créativité. Et la créativité, on la trouve notamment dans tout ce que nous présente le théâtre, les expositions, la musique. Et ça me paraît très important de justement sortir des lieux habituels, comme le musée. Cette notion d'expérimentation, si je comprends bien. D'expérimentation, mais aussi de créativité. Parce que finalement, pour beaucoup d'entre nous, on se dit non, on n'est pas créatif, on n'est pas un artiste, mais c'est faux. On a tous en nous une sorte de créativité qu'il faut développer. Et comment la développe-t-on? C'est justement en allant découvrir ce genre de choses. Je pense que c'est important. Et de la développer chez les jeunes, dans leur façon d'aborder le monde professionnel. Ça, c'est important également, je pense. Bien, merci pour ce témoignage. Ça nous permet de raccrocher avec les conférences précédentes. Je vous propose de prendre une dernière question. Alors, j'ai beaucoup regardé sur ma gauche, peut-être sur ma droite. Non? Non. Alors, encore à gauche. Oui, merci madame. Comme je vous dis, on ne voit pas grand-chose sur scène. Bonjour madame. Merci. Bonjour. Oui, lyonnaise. Mais j'ai travaillé dans un autre contexte en Vallée de Chevreuse, dans un lycée d'enseignement professionnel adossé sur un centre éducatif pour adolescents et adolescentes. Et là, juste une anecdote, à la frontière entre la culture, l'horticulture, c'était une école d'horticulture, et l'art. En premier trimestre de l'année arrive une jeune étudiante en première année de CAP floriculture. C'était une jeune peu développée physiquement et avec une rétractation des mains. Et là, elle avait beaucoup de difficultés à travailler la terre, mais elle voulait travailler dans la floriculture. Intégration un peu pénible, mais arrive la fête de Noël et les éducateurs d'internat préparent avec les jeunes un spectacle. Et là, elle était assez fanatique de Mylène Farmer. Et là, elle joue le soir de Noël, la fête de Noël, elle joue Mylène Farmer, elle chante merveilleusement. Et là, tout d'un coup, le regard de ses autres camarades de promotion, des professeurs, des instituteurs, des éducateurs techniques change. Là, elle devient un sujet autre, créatif. Elle montre un talent, une compétence. À une autre occasion, Starmania, qui était en vogue. Et là, pareil, création on travaillait dans un château magnifique, Vallée de Chevreuse, Briquet-Pierre, très beau contexte. Et là, Starmania, création collective des éducateurs et des jeunes. Et là, il s'adosse sur la façade du château Briquet-Pierre, une version Starmania, je vais vous dire, qui n'était peut-être pas très orthodoxe, mais les jeunes s'étaient approprié leur Starmania sur ce château de la Vallée de Chevreuse. Et là, magie, parce que quelque part, le regard des enseignants a changé sur les jeunes,
notre regard a changé et quelque part, ils devenaient citoyens du lieu aussi, dans lequel ils vivaient. Voilà, c'est juste cette anecdote. Donc vous rejoignez Madame sur la nécessité de favoriser la créativité pour révéler le potentiel de chacun, et en l'occurrence des jeunes ici. Très bien. Nous sommes au terme de cette conférence, donc je vous propose de conclure ici. Je vous demandais d'applaudir bien fort nos intervenants pour votre participation. Ah, il y avait une autre... du coup, il y a une autre question, désolé. Je ne vois rien sur scène. Alors, il y a une dernière question à ma gauche. Non, je vous en prie, ça peut être intéressant de la poser, on a encore un peu le temps. Désolé, comme je dis, je ne vois rien. On vous apporte le micro tout de suite. Il y en a deux. Lequel allez-vous prendre? Allô. Bonjour. Bonjour. Du coup, vu que c'est culturel et c'est par rapport à la jeunesse, c'était à peu près savoir comment vous alliez chercher les jeunes. Parce qu'on va dire que les jeunes, en l'occurrence, c'est pas nous qui allons aller chercher forcément cette culture. Et c'est vrai, je ne sais pas, par rapport aux médias, c'est quoi vos techniques pour aller chercher les jeunes là où ils sont, et la possibilité de justement développer, comme disait Madame, leur créativité et leur donner accès à des choses inspirantes pour eux, pour plus tard, pour leur avenir. Et voilà, c'est important. Donc faut aller les chercher. Si vous avez c'est une vraie question. Des choses. Comment est-ce que la culture va auprès des jeunes, si ce n'est pas eux qui vont à elle? Il y a plusieurs solutions en fait. C'est de travailler avec les structures qui travaillent avec les jeunes. Donc nous, on travaille pas mal avec, bien sûr, le milieu scolaire, mais aussi les centres aérés, un certain nombre d'endroits dans lesquels les jeunes se trouvent. Il y a des démarches particulières avec certains quartiers. Donc c'est vrai que pour l'instant on a plutôt travaillé avec des quartiers qui étaient proches du musée, mais l'idée c'est effectivement de ne pas attendre que notre façon de présenter le musée touche forcément tous les jeunes et qu'ils aient envie de venir. Alors après il y a des canaux de communication qui fonctionnent quand même un petit peu mieux avec les jeunes qu'avec le reste de la population, donc on utilise ces canaux-là et notamment les réseaux sociaux, et on essaye toujours d'accrocher par quelque chose qui... c'est vrai, on a beaucoup parlé de ludique et l'idée c'est pas d'en faire quelque chose d'accessoire ou parce que derrière il y a quand même un discours et un propos que chacun peut s'approprier dans la mesure qu'il souhaite, mais tout de même on fait des tentatives par différents sujets, différentes façons de présenter les choses, toujours un peu ludiques, pour proposer finalement une venue au musée quand on ne va pas directement voir les personnes, pour se dire finalement, même sur un tout petit sujet, quelque chose d'anecdotique, ça vaut le coup peut-être d'aller passer la porte du musée, sans compter le fait que pour les jeunes, c'est gratuit au musée, et que donc il y a finalement qu'à se décider pour aller jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Et en général, il reste un petit peu plus que pour un petit coup d'œil. Mais c'est vrai que c'est un travail qui se fait tout le temps. Il faut toujours en permanence être attentif à la façon dont on passe les messages pour que tout le monde les entende, et surtout ceux qui n'ont pas l'habitude d'entendre ces messages-là. Marc Lesage, c'est un complément ou... Oui. Si vous souhaitez. Hein. C'est à peu près la même chose, hein, effectivement. C'est un peu, les démarches sont un peu similaires. Effectivement, bien sûr, le milieu scolaire est pourvoyeur, évidemment, de la plupart des jeunes, mais pas seulement. Effectivement, il existe les foyers, il existe les associations, il existe parfois, comme je vous le disais tout à l'heure, l'univers carcéral, l'univers hospitalier, où parfois, effectivement, on a des jeunes qui sont extrêmement isolés pour une raison ou pour une autre. Et ça, là, par contre, le défi est très très important, et ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'organisation. L'objectif, effectivement, étant de laisser zéro jeune sur le côté. C'est vraiment cet objectif-là. Bien sûr que tout ça est très idéaliste, voire très utopiste. Mais en tout cas, c'est cette énergie-là qui nous guide. Et elle est la même, d'ailleurs, sur ceux qui sont sur le plateau. Parce que il faut qu'on aille les chercher aussi, ceux qui sont dans la phase post-émergence, c'est-à-dire ceux qui ont commencé à éclore, mais qui vont être dans la phase de confirmation, c'est-à-dire qu'on va encourager, qu'on va essayer d'accompagner pour qu'ils se développent, qu'eux-mêmes ensuite rayonnent sur le plan national et international. Donc ça aussi, c'est ce travail d'accompagner, de repérer effectivement des jeunes équipes,
et ensuite de consolider leur travail, de les aider, à la fois techniquement, à la fois administrativement, bien sûr artistiquement quand on peut, et puis sur leur communication, sur les relations publiques qui vont autour, et de les mettre en contact justement avec d'autres jeunes. C'est aussi comme ça qu'on arrive à créer des dynamiques d'ensemble, de faire en fait se côtoyer l'œuvre et son public. C'est aussi ça qui crée une synergie qui ensuite aide l'un et l'autre. Voilà. L'art s'appréhende à plusieurs. C'est ça. Tout à fait. Eh bien, je vous propose que ce soit le mot de la fin. Un grand merci, comme je disais, à nos intervenants. Merci de vous applaudir bien fort. Merci pour la qualité de vos interventions. Merci également à vous pour votre participation. On se donne 5 minutes et puis je vous propose de passer à la conférence suivante sur la thématique de l'insertion. Merci à tous et à tout de suite.